Alors que ma mère se battait pour sa vie aux soins intensifs, mon mari était introuvable. Ni lui ni sa famille ne voulaient lui rendre visite. Au lieu de cela, il m'a envoyé un SMS, « Envoie-moi 15 000 $ pour le mariage de ma sœur et les vacances de ma mère. » Il pensait que j'allais pleurer. J'ai souri, je lui ai envoyé 50 $ et j'ai ensuite gelé tous ses avoirs. Avant que l'histoire ne commence, veuillez écrire dans la section des commentaires de quel état ou ville vous vous connectez. Amis, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour que cette chaîne puisse continuer à se développer et à vous apporter encore plus d'histoires intéressantes. Le couloir de l'hôpital donnait l'impression que le temps s'était figé. Les aiguilles de l'horloge murale bougeaient si lentement, leur tic-tac à peine audible au-dessus du bourdonnement de la cireuse qui venait de passer. Kasia était assise seule sur la chaise d'attente en métal froid, juste devant la porte en verre dépoli portant l'inscription USI. L'odeur âcre d'antiseptique lui perçait le nez, se mélangeant à l'arôme de café rance provenant du gobelet en carton à côté d'elle. Elle était là depuis 12 heures. Le bonnet de soie grise qu'elle portait était un peu froissé, tout aussi chiffonné que ses pensées. Ses yeux bouffis la démangeaient et brûlaient, vestige des larmes séchées à l'intérieur de cette pièce. Sa mère, Mama et fille, se battaient contre une crise cardiaque massive qui l'avait frappée soudainement cet après-midi. Kasia ferma les yeux un instant, essayant de chasser l'image de sa mère pâle, allongée là avec des tubes entrant et sortant de son corps. L'image revenait sans cesse. Elle se souvenait de la panique de cet après-midi lorsqu'elle avait trouvé sa mère assise sur le plancher de la cuisine, serrant sa poitrine, son souffle saccadé. Il n'y avait qu'elles deux dans cette maison, la maison d'enfance de Kasia. Elle a crié pour une ambulance. Ses mains tremblaient violemment alors qu'elle composait le 911. Elle est allée seule avec sa mère à l'hôpital. Seule, elle a rempli la montagne de formulaires d'admission, et seule, elle a écouté l'explication du médecin sur l'état critique de sa mère. Elle prit une profonde inspiration, avalant l'amertume dans sa gorge. Elle n'était pas vraiment seule. Elle avait un mari. Elle avait une belle famille. Mais où était-il? Le téléphone qu'elle tenait était froid. Depuis que sa mère avait été admise aux soins intensifs, Kasia avait essayé d'appeler Tmen, son mari, à plusieurs reprises. La première fois, Tmen a répondu d'un ton légèrement agacé, « Quoi de neuf, qu'est ? Je suis super occupé. Je vérifie le lieu avec Sarafina pour la décoration. » Kasia essaya d'expliquer d'une voix tremblante, « Tmen, c'est Mama. Mama est fille, elle a eu une crise cardiaque. Elle est aux soins intensifs en ce moment. » Un lourd soupir se fit entendre à l'autre bout. « Oui. Et tu gères ça en premier. Je ne peux vraiment pas quitter les préparatifs du mariage de Sarafina. C'est important. Tu sais à quel point Madame Rowena est importante. » Kasia répéta le mot dans son cœur. Donc, la vie de sa mère n'était pas importante. Son cœur se serra. « Mais Tmen, l'état de Mama est critique. J'ai besoin que tu sois là. » Tmen semblait exaspéré. « Arrête d'exagérer. Ta mère va se rétablir. L'hôpital est sûrement bon, non? Écoute, je dois y aller. Je t'appellerai plus tard. » L'appel s'est coupé juste comme ça. Kasia n'abandonna pas. Elle rappela 1 heure plus tard. Pas de réponse. Elle envoya un SMS expliquant la gravité de la situation. Le message a été lu mais est resté sans réponse. Désespérée, Kasia essaya d'appeler Madame Rowena, sa belle-mère. Elle espérait qu'en tant que mère elle-même, Madame Rowena comprendrait et peut-être dirait à Tmen de venir. La réponse fut encore plus blessante. Kasia, dit-elle d'une voix aiguë de dégoût, tu es tellement dramatique. Nous sommes stressés ici à cause d'une organisatrice de mariage incompétente et tu appelles avec cette nouvelle. N'aggrave pas les choses, veux-tu? Tmen aide Sarafina. Sa sœur va se marier. En tant que belle-sœur, tu devrais la soutenir. Ne sois pas si gâtée. Occupe-toi de ta mère toi-même. Clic, l'appel fut interrompu. Kasia fixa l'écran noir de son téléphone. Gâtée. Ils l'ont traitée de gâtée parce qu'elle s'attendait à ce que son mari soit à ses côtés quand sa mère était en train de mourir. Elle était l'épouse qui avait toujours fait tenir la famille. Son salaire de directrice financière dans une entreprise de premier plan était bien supérieur à celui de Tmen. La maison dans laquelle il vivait était une maison que Kasia avait achetée avec son propre argent. Le VUS de luxe que Tmen et Madame Rowena conduisaient en ville, Kasia payait les traites. Chaque mois,
elle transférait des milliers de dollars sur le compte de Madame Rowena pour les dépenses imprévues et l'entretien. Même si sa belle-mère était parfaitement en bonne santé, Kasia finançait également l'intégralité du mariage somptueux de Sarafina. Pendant tout ce temps, Kasia était restée silencieuse. Elle voulait juste être une bonne épouse, une belle fille charmante. Elle pensait que ses sacrifices financiers seraient récompensés par l'acceptation et l'affection. Elle avait complètement tort. La nuit s'est approfondie. Le couloir devint plus calme. Il n'y avait qu'elle et quelques autres familles de patients qui dormaient dans des positions inconfortables au bout du couloir. Kasia avait froid, pas à cause de la climatisation, mais à cause d'une solitude qui la mordait jusqu'aux os. Elle se sentait stupide. Des années de travail acharné pour économiser de l'argent uniquement pour que la famille ingrate de son mari le gaspille. Et maintenant, au moment où elle était la plus vulnérable, ils l'ont abandonnée. La douleur dans sa poitrine était aussi intense que la douleur que sa mère pouvait ressentir. C'était une femme pieuse qui avait toujours essayé d'être patiente. Elle a retenu sa colère, essayant de prier. Elle a essayé de pardonner, mais son cœur était trop blessé. Elle appuya sa tête contre le mur froid. Une fatigue accablante l'envahit, fatigue physique, épuisement mental. Elle regarda à nouveau la porte de l'USI, priant silencieusement pour que sa mère soit forte. Soudain, son téléphone vibra dans sa main. Ce n'était pas un appel. Son cœur rata un battement, espérant que c'était un SMS de Tmen disant qu'il était en route. Kasia leva son téléphone. L'écran s'alluma, affichant une notification. C'était une alerte de son application bancaire. Le message disait « Virement automatique réussi. 2000 $ vers un compte au nom de Miss Rowena. » C'était l'allocation mensuelle fixe qu'elle envoyait habituellement. L'argent sortait automatiquement le premier du mois, quelle que soit la situation. Kasia fixa les chiffres de l'argent qu'elle aurait pu utiliser pour augmenter les coûts de traitement de sa mère si nécessaire, de l'argent qui venait d'atterrir sur le compte d'une femme qui, quelques heures plus tôt, lui avait dit « Ne sois pas gâté ». Quelque chose s'est cassé à l'intérieur de Kasia. Sa patience, qui jusqu'à présent avait été comme un puits sans fond, avait atteint le fond. Elle ne pleurait plus. Ses yeux, qui avaient brûlé auparavant, étaient maintenant froids. Elle fit glisser la notification et fixa la porte de l'USI. La nuit était encore longue, mais Kasia savait que quelque chose s'était terminé pour toujours. 2 jours se sont écoulés dans le brouillard. Kasia a à peine quitté l'hôpital. Elle ne rentrait chez elle que brièvement pour prendre une douche et se changer, puis elle retournait au chevet de sa mère. Elle dormait sur la chaise d'attente. Elle se réveillait chaque fois qu'elle entendait les pas d'une infirmière. L'état de Mama et fille restait le même, stable, mais critique. Elle n'avait toujours pas repris conscience. Le médecin a dit que les 2 prochains jours seraient cruciaux. Kasia passait son temps à lire des psaumes et à prier au chevet de sa mère, espérant que sa voix pourrait pénétrer le brouillard du coma qui enveloppait sa mère. Pendant ces 2 jours, son téléphone n'arrêtait pas de vibrer, des dizaines d'appels manqués de Tmen, Madame Rowena et Sarafina, des centaines de messages empilés non lus. Kasia savait qu'il devait être furieux parce que le virement supplémentaire n'avait pas été effectué. Ou peut-être que Tmen était fâché parce que Kasia l'avait ignoré. Kasia s'en fichait. Elle a coupé la sonnerie, ne laissant que la vibration. Son objectif était singulier, le rétablissement de sa mère. Ce matin-là, le 3e jour, après avoir essuyé le corps de sa mère avec de l'eau tiède, Kasia s'assit un instant à la cafétéria de l'hôpital. Elle se força à avaler un bagel et une tasse de thé chaud. Son corps avait besoin d'énergie. Elle ne pouvait pas se permettre de tomber malade. C'est alors que son téléphone vibra à nouveau sur la table. Cette fois, un long SMS de Tmen. Le cœur de Kasia fit un bond. Il y avait un minuscule et stupide espoir dans son cœur que Tmen ait finalement retrouvé ses esprits. Peut-être que c'était un message d'excuse. Peut-être qu'il allait s'enquérir de l'état de Mama. Les mains tremblant légèrement à cause du manque de sommeil, Kasia ouvrit le message. Ce n'était ni des excuses, ni une question sur sa mère. C'était une liste d'ordres. Kasia, où es-tu? Pourquoi ne réponds-tu pas au téléphone ou au SMS? Tu ignores ma mère exprès, n'est-ce pas? Madame Rowena dit que tu es probablement rancunière à propos de l'histoire de l'autre jour. Peu importe. Ne sois pas infantile en ce moment. Je me fiche de ce que tu dis. Ma mère dit de virer rapidement 15 000 $ sur son compte. Il faut que ce soit aujourd'hui pour la compte de la nouvelle salle de réception de Sarafina.
L'ancienne a été annulée par le propriétaire des lieux. Le reste est pour que ma mère parte en vacances à Turquet-Keko pour qu'elle ne soit pas stressée par l'organisation du mariage. Elle a besoin de tranquillité d'esprit. Le message continuait, ne sois pas avare. Cet argent est aussi pour notre avenir. Le mariage de Sarafina est en jeu. L'honneur de la famille. S'il est annulé, où allons-nous montrer nos visages? Et ma mère a besoin de se détendre. La pauvre. Alors vire les 15 000 $ maintenant. Il faut que ce soit là demain matin. J'attends. Casia lut le message une fois, 2 fois, 3 fois. Son cerveau fatigué essaya d'assimiler les mots, stress, tranquillité d'esprit, famille, honneur, vacances à Turquet-Keko, 15 000 $. En haut, dans le même bâtiment, quelques étages au-dessus de cette cafétéria, sa mère se battait entre la vie et la mort. Et ni son mari ni la famille de son mari ne s'étaient renseignés à ce sujet une seule fois. Ils ne se souciaient que de la fête, de l'argent et des vacances. Soudain, Casia ressentit quelque chose d'étrange. Un rire sec et rauque s'échappa de ses lèvres. D'abord doux, puis plus fort. Certains clients de la cafétéria se tournèrent pour la regarder étrangement, une femme avec un foulard sur la tête riant seule dans une cafétéria d'hôpital. Casia s'en fichait. Elle riait jusqu'à ce que les larmes lui montent aux yeux. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de rage qui avaient atteint leur apogée. Pour qui se prenait-il? Un guichet automatique sans sentiment, une vache à lait qui pouvait être traire à tout moment. Il pensait qu'elle obéirait, qu'elle transférerait ce montant d'argent en pleurant, trop occupée avec sa mère pour riposter. Le rire de Casia s'arrêta brusquement. Son visage pâle s'était maintenant durci. Son regard était froid et perçant. Tout devint limpide. Le brouillard dans sa tête disparut, remplacé par une détermination brûlante. Pendant des années, elle avait été patiente parce qu'elle pensait que c'était son devoir. Maintenant, elle réalisait que c'était de la stupidité. Elle prit son téléphone. Le coin fissuré de l'écran semblait refléter son mariage. Elle se souvint des 15 000 $. C'était le fonds d'urgence qu'elle gardait sur son compte d'investissement personnel, de l'argent qu'elle avait économisé pendant des années pour une situation désespérée. Et cela, pensa Casia, était une urgence pour se sauver elle-même. Avec des doigts fermes qui ne tremblaient plus, Casia ouvrit son application bancaire. Elle n'ouvrit pas son compte d'investissement. Elle ouvrit son compte courant principal où le solde était bas parce qu'elle venait de l'utiliser pour la compte des frais d'hospitalisation de sa mère. Elle appuya sur le menu de virement, entra le numéro de compte de Tmen, un numéro qu'elle connaissait par cœur. Puis elle tapa le montant, pas 15 000 $. Elle tapa 50 $. Son doigt s'arrêta un instant sur le bouton envoyer. C'était ça. C'était sa ligne dans le sable. Après avoir appuyé sur ce bouton, il n'y aurait pas de retour en arrière. Elle ne serait plus la Casia obéissante. Elle ne serait plus la Casia stupide. Elle appuya fort sur le bouton. Virement réussi. Puis elle alla dans l'application de messagerie, ouvrit le long message de Tmen, fit défiler jusqu'à la section de réponse et tapa une réponse courte, claire et concise, c'est pour que tu achètes du crédit pour ton téléphone. Ne me rappelle plus. Elle appuya sur envoyer. 2 coches bleues s'affichèrent. Immédiatement, son téléphone sonna violemment. Le nom de Tmen apparut sur l'écran. Casia regarda la photo souriante de son mari sur l'écran, un sourire qui semblait maintenant faux et répugnant. Elle laissa l'appel sonner et sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête de lui-même et se transforme en une notification d'appel manqué. 1 minute plus tard, un SMS arriva, cette fois plein de lettres capitales, « Tu parles en langue ? Tu m'insultes ?» Casia ne répondit pas. Elle retournait dans la salle d'attente de l'USI. Ses pas étaient fermes. Message suivant, vite, vire les 15K maintenant. Je ne plaisante pas, Casia. Ma mère va être très en colère. Puis un autre appel, cette fois de sa belle-mère. Casia le laissa sonner, suivi d'un appel de Sarafina. Elle ignora ça aussi. Son téléphone vibrait sans cesse dans sa main. La vibration ressemblait à un bourdonnement de rage lointaine, mais étrangement, cela ne lui faisait pas peur. Cela la faisait se sentir plus forte. Des messages vocaux commencèrent à arriver. Casia n'avait pas besoin de les écouter pour connaître leur contenu. Elle pouvait imaginer la voix aiguë de Madame Rowena la maudissant, la traitant de femme déloyale, d'ingrate, d'avare et de tous les noms qu'elle n'osait auparavant dire que dans son dos.
Elle imaginait Sarafina se lamenter, la blâmant probablement si le mariage de ses rêves échouait, et Tménéa, son mari paniquant probablement, coincé entre les exigences de sa mère et de sa sœur, et réalisant maintenant que sa source de revenus se rebellait. Kasia se rassit sur la chaise en métal froid. Elle ouvrit sa galerie de photos, regardant une photo de sa mère souriant alors qu'elles déjeunaient ensemble. Il y a un moisin sourire sincère qui contrastait si fortement avec les sourires sournois de la famille de son mari. Pendant tout ce temps, Kasia avait travaillé dur, utilisant sa foi comme un rappel pour toujours être patiente et faire le bien. Elle pensait que sa patience était une vertu, mais elle avait oublié quelque chose. On apprend aussi à ne pas se laisser opprimer. Elle avait oublié que la gentillesse mal utilisée était de la stupidité. Son téléphone vibra à nouveau. Nouveau message de Tmen, d'accord. D'accord. Tu es fâché à propos de ta mère, n'est-ce pas? Je suis désolé. Maintenant, envoie l'argent et ensuite je viendrai rendre visite à ta mère. Je le promets. Promis. Un mot qui sonnait si bon marché. Kasia appuya à nouveau sur le bouton de silence sur le côté de son téléphone. Non seulement la sonnerie. Elle coupa aussi la vibration. Elle avait besoin de calme pour passer à l'étape suivante. Elle ne pouvait plus être dérangée par les lamentations de ses parasites. Elle chercha un nom dans ses contacts, un nom qu'elle n'avait pas appelé depuis longtemps, mais qu'elle gardait toujours pour les urgences, Maître Sterling. Maître Sterling était un vieil ami de son défunt père, l'avocat qui l'avait aidé à gérer tout l'héritage et les biens que son père avait laissés avant qu'elle n'épouse Tmen. Kasia emmena son téléphone dans un coin plus calme du couloir près d'une fenêtre donnant sur le jardin de l'hôpital. Elle prit une profonde inspiration, puis appuya sur le bouton d'appel. Bonjour. Bonjour. Sterling à l'appareil. Une voix grave salua à l'autre bout. Bonjour, Maître Sterling. C'est Kasia, dit-elle. Sa voix sonnait calme, plate et froide. Même elle était surprise de son calme. Kasia, comment vas-tu, ma fille? C'est rare que tu appelles si tôt. J'espère que ce sont de bonnes nouvelles. Il y avait un ton paternel dans la voix de Maître Sterling. Mes nouvelles sont en train de devenir bonnes, monsieur, mais ma mère est aux soins intensifs, dit franchement Kasia. Je suis désolé. Je n'ai pas beaucoup de temps pour les bavardages. J'ai besoin de votre aide juridique immédiatement. Le ton de Maître Sterling devint instantanément sérieux. Bien sûr, Kasia, dis-moi ce dont tu as besoin. N'importe quoi. Je veux que vous bloquiez tous les comptes joints à mon nom et à celui de mon mari Tmen. C'est fait, dit Sterling sans pause. Compte joint. Très bien. Cela peut être arrangé. La plupart des actifs sont à ton nom, n'est-ce pas? Pas la plupart, monsieur. Tous. Tmen n'y a jamais mis un centime. Je comprends, dit Maître Sterling. Deuxièmement, continua Kasia, les yeux fixés sur le jardin à l'extérieur, je veux que vous arrêtiez toutes les instructions de virement automatique ou permanente de tous mes comptes personnels, en particulier vers les comptes au nom de Tmen, au nom de Madame Rowena et au nom de Sarafina, sa sœur. Je veux qu'ils soient arrêtés à partir de ce moment même. Bien, c'est facile. Je vais m'en occuper. Kasia respira. C'est la partie la plus importante. Troisièmement, veuillez vérifier la maison dans laquelle Tmen et moi vivons maintenant sur Royal Oak Drive. Elle est à 100% à mon nom, correct? Pur héritage de mon père, pas un bien conjugal. Une pause se fit entendre. Peut-être que Maître Sterling vérifiait des données sur son ordinateur. Correct, Kasia. L'acte est purement au nom de Kasia, fille de John, obtenue avant le mariage. Ton partenaire n'a pas droit à un seul dollar de cette maison. Parfait, siffla Kasia. Je veux que vous gériez la vente immédiatement. À partir d'aujourd'hui, mettez l'annonce. Contactez les agents immobiliers. Je veux que cette maison soit vendue. Cette fois, Maître Sterling resta silencieux plus longtemps. Kasia, c'est une très grande étape. Es-tu sûr? Je suis sûr, monsieur, interrompit Kasia. Je suis très sûr. J'ai abrité une famille de parasites pendant trop longtemps dans la maison que mon père m'a laissée. Il est temps de nettoyer. Kasia ne pouvait pas le voir, mais dans son bureau élégant, Maître Sterling sourit légèrement un sourire de satisfaction. Il connaissait Kasia depuis longtemps. Il savait à quel point cette fille était bonne, et il soupçonnait aussi depuis longtemps qu'elle était utilisée par la famille de son mari. J'attends cette instruction depuis longtemps, mademoiselle Kasia, dit Maître Sterling.
Son ton redevint professionnel, mais avec un soupçon de soutien. Je soupçonnais que ce jour viendrait. Votre père serait fier que vous preniez enfin position. Autre chose? Kasia resta muette un instant. Autre chose? Oui. La voiture que conduit mon mari est la voiture que Madame Rowena utilise au nom de qui est la voiture de ma belle-mère? Qui paie les traites? Kasia sourit d'un sourire très froid. Vous avez raison. C'est aussi à mon nom. Les paiements sont déduits automatiquement de mon compte. Excellent. Je vais appeler la société de location. Avec la suspension du paiement automatique et une procuration de votre part, les 2 voitures peuvent être reprises par les hommes de la fourrière dans 2 jours. Faites-le, monsieur, dit Kasia, faites tout. Je vais envoyer la procuration à votre email pour la signer numériquement. Dans les 5 minutes, dit maître Sterling. Prenez soin de votre mère, Kasia. Laissez-moi gérer ces ordures. L'appel fut coupé. Kasia sentit ses épaules, tendues depuis des années, enfin se détendre un peu. Elle retourna dans la salle d'attente, regarda son téléphone. L'écran était plein de notifications, des douzaines de messages non lus, des douzaines d'appels manqués. Ils doivent être confus maintenant. Mais ils ne savaient encore rien. Ce n'était que le début. Elle se souvint du message de Tmen, 15 000 $ pour des vacances. Kasia rit doucement. Oui, elle avait 15 000 $ sur son compte d'investissement, le fonds d'urgence. Et elle avait un bien meilleur plan pour cet argent. Les 15 000 $ étaient l'encre de Kasia. C'était le résultat de son dur labeur, de ses gouttes de sueur et de ses innombrables heures supplémentaires. Elle les gardait sur un compte d'investissement distinct. Elle n'y touchait jamais. Elle se disait toujours, c'est pour une urgence, pour des frais d'hospitalisation imprévus, pour une catastrophe. Elle ne s'attendait jamais à ce que la catastrophe se présente sous la forme de l'avidité de sa propre famille. Et maintenant, la demande effrontée de Tmen ressemblait à une gifle qui l'avait réveillée. C'était une urgence pour sauver sa santé mentale, sa dignité et son avenir. Après avoir parlé avec maître Sterling, Kasia sentit sa concentration s'aiguiser à nouveau. Elle ne se sentait plus comme une victime piégée. C'était une joueuse d'échecs qui venait de déplacer sa pièce en position d'attaque. Elle se rassit à côté du lit de sa mère. Mama Effie dormait toujours sous l'influence de sédatifs. Sa respiration était régulière, assistée par une machine. Saisissant la main de sa mère, chaude mais faible, Kasia sentit qu'elle gagnait en force. Elle prit son téléphone, non pas pour vérifier le barrage d'insultes de la famille de Tmen, mais pour faire quelques recherches. Elle avait besoin de certitude. Elle ouvrit son historique de conversation avec Sarafina, la sœur de Tmen. Elle fit défiler vers le haut des douzaines de photos de robes de mariée et des exemples de décors somptueux que Sarafina avait envoyés pour demander l'approbation, ou plutôt l'approbation du budget. Finalement, elle le trouva, un fichier PDF avec une proposition d'un organisateur de mariage renommé, Red Rose Events. Il y avait aussi le numéro de contact de la personne responsable. Kasia prit une profonde inspiration et appela ce numéro. Bonjour, Red Rose Events. Cheyenne à l'appareil. Une voix joyeuse salua. Bonjour, Cheyenne. Ici Kasia. Je suis la belle-sœur de Sarafina, celle qui s'est occupée jusqu'à présent du paiement du mariage. La gaieté dans la voix de Cheyenne diminua un peu, remplacée par un ton professionnel et prudent. Ah, mademoiselle Kasia, enfin vous appelez. J'essaie de contacter Sarafina et mademoiselle Rowena depuis hier, mais elles ne répondent pas. Je suis vraiment désolé, madame. C'est très urgent. Urgent? Pourquoi? Demanda Kasia, feignant l'ignorance. Vous voyez, madame, l'acompte pour le lieu et la restauration était dû hier. Le montant est de 15 000 $. Nous leur avons donné un délai jusqu'à aujourd'hui à midi, mais si le paiement n'arrive pas, malheureusement, le lieu et la restauration pour cette date seront libérés à un autre client qui est sur la liste d'attente. Cela affecte déjà notre réputation auprès des fournisseurs. Exactement 15 000 $, le même nombre. Ils étaient en panique en exigeant l'argent parce qu'ils étaient acculés par la date limite. Je comprends, Cheyenne, dit Kasia d'une voix calme. Merci beaucoup pour l'information. Alors, le virement arrive, madame? J'attends jusqu'à 12 heures, insista Cheyenne. Je vais m'en occuper, répondit Kasia de manière ambiguë. Mais s'il vous plaît, ne dites pas à Sarafina ou mademoiselle Rowena que j'ai appelé. Que cela reste entre nous.
Kasia raccrocha. Donc, les 15 000 $ étaient la sangsue qu'ils essayaient de lui coller pour couvrir leurs dettes. Elle pouvait juste laisser tomber, laisser annuler le mariage de Sarafina, perdre le lieu et les laisser être embarrassés. Mais c'était trop facile. Cela ne leur donnerait qu'une honte momentanée. Elle voulait leur donner une leçon qu'ils n'oublieraient jamais, une leçon sur les priorités. Elle se souvint de quelque chose. Elle ouvrit son ordinateur portable qu'elle portait toujours dans son sac de travail. Elle ouvrit un vieux dossier. Il y avait une conversation par email avec sa mère il y a environ 1 an. Sa mère lui avait envoyé un lien vers un site web. Kasia, regarde ça, la fondation Children Hope avait écrit sa mère dans l'email. Ils aident à couvrir les frais médicaux des enfants atteints de cancer issus de familles à faible revenu. Comme c'est noble. Si jamais j'ai de l'argent supplémentaire, j'aimerais beaucoup les aider. Les prières de ses enfants sont sûrement exaucées. Sa mère n'a jamais eu d'argent supplémentaire parce que chaque gain que sa mère aurait dû recevoir, chaque geste d'affection financière que Kasia voulait donner à sa mère, était toujours détourné vers les poches apparemment sans fond de Madame Rowena et de Tmen. Les yeux de Kasia étaient brûlants. Sa mère, même dans sa simplicité, pensait aux autres, tandis que sa belle-mère, dans son luxe, ne pensait qu'à elle-même. Kasia ouvrit le site web de la fondation. La page de donation était claire. Il y avait des photos de petits-enfants avec des têtes rasées, mais avec des sourires courageux. Le cœur de Kasia fut ému. C'était ça. C'était la réponse à ses prières. C'était la meilleure façon d'utiliser les 15 000 $. Elle n'hésita pas une seconde. Elle ouvrit son application bancaire, accéda à son compte d'investissement et effectua un retrait du fonds d'urgence. Le processus fut instantané. Puis elle retourna à la page de donation. Elle entra le montant, 15 000 $. Dans la colonne du nom du donateur, elle n'écrivit pas son nom. Elle tapa avec des doigts fermes, donation au nom du rétablissement de Mama Effie. Elle voulait que chaque prière élevée de cette fondation par ses enfants flût directement vers sa mère allongée aux soins intensifs. Elle cliqua sur confirmer le virement. Transaction réussie. Un email avec le reçu de virement officiel arriva immédiatement dans sa boîte de réception. Kasia prit une capture d'écran du reçu, une simple image contenant le logo de la banque, le montant du virement et le nom du destinataire Fondation Children Hope. C'était son arme, pas une bombe qui explose, mais un scalpel qui coupait droit au cœur de leur arrogance. Elle ouvrit la conversation de groupe familial. Elle ignora les douzaines de messages privés furieux. Elle alla directement au groupe familial de Tmen, le groupe contenant toutes les tantes, oncles et cousins arrogants de Tmenel Group où Madame Rowena se vantait toujours du succès de Tmen et de la générosité de sa belle-fille Kasia. Le même groupe où le plan du mariage somptueux de Sarafina était discuté quotidiennement. Kasia prit une inspiration. Elle n'écrivit pas un seul mot, aucune explication, aucune malédiction en retour. Elle sélectionna simplement la capture d'écran du reçu de 15 000 $, puis appuya sur le bouton d'envoi. Message envoyé. Une coche grise. Puis, en quelques secondes, elle se transforma en 2 coches bleues. Lu. Quelqu'un devait être en ligne. Peut-être Madame Rowena elle-même ou Sarafina, qui paniquait, attendant des nouvelles du virement de Kasia, avait dû ouvrir le message en pensant que c'était la preuve de paiement pour leur organisateur de mariage. Kasia pouvait imaginer leur confusion. Ils avaient demandé 15 000 $ pour une fête et des vacances. Au lieu de cela, ils avaient reçu un reçu pour 15 000 $ pour une œuvre de bienfaisance. Kasia posa son téléphone sur la table face vers le bas. Elle coupa ses données mobiles. Assez pour aujourd'hui. Assez. Elle retourna tenir la main de sa mère. Mama, murmura-t-elle doucement, Kasia a fait un don en ton nom. Rétablis-toi vite. Les enfants prient pour toi. Elle se sentit en paix, très en paix. Elle ne savait pas ni ne se souciait qu'ici, dans cette conversation de groupe, une bombe à retardement venait d'exploser silencieusement. Le lendemain matin, le soleil brillait de 1000 feux, comme pour se moquer du chaos qui était sur le point d'éclater. Dans l'élégante boutique de créateurs du centre-ville, Madame Rowena et Sarafina étaient de très bonne humeur. Elles avaient déjà oublié l'agacement d'il y a 2 jours. Le message de 50 $ et la réponse cynique de Kasia étaient considérés comme une crise de colère d'une épouse stressée. Elles étaient très sûres que sous la pression et la menace de l'honneur de la famille, Kasia céderait. Les 15 000 $ avaient dû arriver sur le compte de Madame Rowena ce matin. « Regarde, Mama, cette robe, dit Sarafina, tournoyant devant un grand miroir.
Elle portait une robe à épaules dénudées scintillantes qui, à elle seule, coûtait des milliers de dollars. Tout le monde va être bouche bée. Bien sûr, ma chérie, répondit Madame Rowena, tout en sirotant l'eau pétillante que l'employé de la boutique lui avait servie. Elle regarda sa montre, 9h30. Elle avait déjà planifié sa journée. Après avoir payé la compte du lieu, elle transférerait immédiatement les 2000 dollars restants à l'agence de voyage pour ses vacances de luxe à Turquekeko. Elle était impatiente. Très bien, Sarafina, Mademoiselle Rowena, dit la créatrice, souriant. La robe va parfaitement, donc nous concluons sur celle-ci, n'est-ce pas? Conformément à l'accord, nous avons besoin d'un paiement de 50% aujourd'hui pour commencer le processus de retouche. Bien sûr, facile, dit Madame Rowena avec arrogance. Elle sortit sa carte de crédit platine. Veuillez traiter. Ailleurs, dans son bureau climatisé, Tmen était assis à son bureau. Il n'était pas du tout concentré sur l'écran de son ordinateur. Il était agité. Il n'avait pas réussi à contacter Kasia depuis 2 jours. Son téléphone n'était pas actif. Tmen essaya de se calmer. Kasia était juste émotive. Mais Kasia n'avait jamais été comme ça. Cependant, son agitation fut surmontée par sa foi en sa mère. Sa mère disait toujours que Kasia était folle de lui. Il était impossible que Kasia ose faire quoi que ce soit. L'argent avait dû être viré. Il avait juste besoin d'attendre des nouvelles de sa mère. De retour à la boutique, l'employé revint avec une expression de légère hésitation. « Je suis désolé, madame. La carte a été refusée. » Le sourire de Madame Rowena se figea. « Refusé? Impossible. Réessayez. Votre machine doit être défectueuse. » L'employé essaya à nouveau. « Refusé à nouveau, madame. Fonds insuffisant. » Le visage de Madame Rowena devint rouge. « Limite? Cette carte a une limite de dizaines de milliers. Et je sais que Kasia paie la facture toujours à temps. Impossible. Donnez-la ici, dit-elle sèchement. Elle essaya une autre carte de débit. Fonds insuffisant, madame. Une sueur froide commença à apparaître sur le front de Madame Rowena. Quelque chose n'allait pas. Elle se précipita pour appeler Tmen. Tmen, mes cartes ont été refusées. Vérifie le compte de ta mère tout de suite. L'argent de Kasia est-il arrivé? Tmen, entendant la panique dans le ton de sa mère, paniqua également. Attends, Mama. Il se précipita pour ouvrir son application bancaire mobile. D'abord, il vérifia son propre compte. Il se figea. Son solde n'était que de 34,50 $. Kasia aurait dû virer son allocation mensuelle de 1000 $ hier. Ce n'était pas arrivé. Puis il essaya de vérifier le compte de sa mère, qui était également lié à son téléphone. Il entra le code PIN. L'écran s'alluma. Solde, 0 $. Les 15 000 $ n'étaient pas là. Les 2000 $ mensuels qui arrivaient habituellement le premier n'étaient pas là non plus. Le compte était à sec. Tmen, qu'est-ce qui se passe? Hurla Madame Rowena dans le téléphone, faisant se retourner plusieurs clients dans la boutique. Non, il n'y a rien, Mama, répondit Tmen. Sa voix tremblait. Rien n'est arrivé du tout. Quoi? Hurla Madame Rowena. Cette fille, ta femme, elle a effectivement arrêté ça. Comment ose-t-elle? Dans son bureau, Tmen sentit la pièce climatisée chauffer. Son cœur battait à tout rompre. Ce n'était pas juste de la colère. C'était une catastrophe. Il essaya d'appeler à nouveau Kasia. Le numéro que vous avez composé n'est pas actif. Il essaya WhatsApp, une coche. Il était bloqué. Non, peut-être qu'elle a juste coupé ses données mobiles. Mais le résultat était le même. Kasia avait disparu. À la boutique, l'atmosphère devint humiliante. Je suis désolé, Mademoiselle Rowena, dit la créatrice. Sa voix était maintenant froide et plate. Si le paiement ne peut pas être effectué aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer. Sarafina, portant toujours la robe valant des milliers, commença à pleurer. Mama, qu'est-ce qu'on va faire? C'est humiliant, Mama. Ça va être annulé. Tais-toi, dit Madame Rowena sèchement. Elle était hystérique. Elle devait obtenir cet argent. Elle rappela Tmen. Appelle ta femme.
Traîne-la ici. Dis-lui de virer maintenant ou divorce là. Le mot au divorce résonna dans les oreilles de Tmen. Il était paniqué. Il ne pouvait pas divorcer de Casia. Divorcer de Casia signifiait divorcer de sa source d'argent. Il devait réparer ça. Juste à ce moment, le téléphone de Sarafina sonna fort. Sur l'écran apparut le nom Cheyenne, Red Rose Events. Le visage de Sarafina devint pâle instantanément. Cela devait concerner la compte de $15 000 pour le lieu. Bonjour, Cheyenne, salua-t-elle d'une voix tremblante. La voix de Cheyenne à l'autre bout n'était plus joyeuse. Sa voix était ferme, professionnelle et intransigeante. Bonjour, Sarafina. Il est 12h05. Je confirme que le paiement de la compte de $15 000 n'a pas été reçu. Oui, je suis désolé, Cheyenne. C'est juste qu'il y a un petit Cheyenne l'interrompit. Ce n'est pas nécessaire, Sarafina. J'appelle uniquement pour vous informer. Conformément à notre accord, puisque la date limite de paiement est expirée, la réservation du lieu, la restauration et tous les prestataires au nom de Sarafina pour cette date sont officiellement annulés. Annulés, hurla Sarafina, ses yeux s'écarquillant d'horreur. Correct. Et une dernière chose, continua Cheyenne, sa voix sonnant comme un coup de marteau de juge, nous venons de recevoir un appel du représentant légal de Mademoiselle Kazaya, Maître Sterling. Il nous a officiellement informé que Mademoiselle Kazaya retire tout son soutien financier pour cet événement. Donc tout est clair. Sarafina ne pouvait plus respirer. Cheyenne continua. Oh oui. Le lieu pour votre date a déjà été pris par un autre client sur notre liste d'attente. Ils viennent de payer l'intégralité il y a 5 minutes. Bonjour. Le téléphone tomba de la main de Sarafina, atterrissant sur l'épais tapis de la boutique sans un bruit. Mais pour Madame Rowena et Sarafina, ce son était comme une explosion de bombes, détruisant tout. Le mariage est annulé. Le cri de Sarafina fut la première chose à briser le silence embarrassant dans la boutique, pas un doux sanglot, mais un cri aigu plein de rage et de honte. Annulé. Tout annulé. Tout à cause de Casia. Madame Rowena, dont le visage était déjà livide, chancela. Elle attrapa le comptoir pour éviter de tomber. Qu'est-ce que tu veux dire, siffla-t-elle. Sarafina, avec des larmes ruinant son maquillage coûteux, cria à sa mère, ils viennent d'appeler. Tout est annulé. L'avocat de Kazaya les a appelés. Elle a retiré tout son argent. Nous sommes ruinés, Mama, ruinés. Les employés de la boutique et certains autres clients qui choisissaient des tissus les regardaient maintenant avec un mélange de surprise et d'amusement. Cette scène était trop belle pour être manquée. La créatrice, propriétaire de la boutique, fit signe au gardien de sécurité. Je suis désolée, mademoiselle Rowena, Sarafina, dit-elle d'un ton froid. Je pense que vos affaires ici sont terminées. Veuillez vous changer, Sarafina, et résoudre vos problèmes à l'extérieur. Mis à la porte. Elles furent littéralement mises à la porte de la boutique. C'était le comble de l'humiliation pour Madame Rowena, une mondaine qui s'était toujours sentie comme une reine partout où elle allait. D'un pas lourd, Sarafina entra dans la cabine d'essayage, claquant la porte. Madame Rowena tremblait de colère, de honte et de panique tout à la fois. Alors que le drame dans la boutique ne faisait que commencer, un autre drame se déroulait dans le monde numérique. La fondation Children's Hope, l'organisation à laquelle Casia avait fait un don, avait une politique de transparence concernant tous les dons importants. Exactement à 11h30, leur compte officiel sur les réseaux sociaux, qui comptait des dizaines de milliers de followers, publia une nouvelle mise à jour. Ce n'était pas un simple remerciement. C'était une affiche numérique magnifiquement conçue avec des images de plusieurs enfants atteints de cancer souriant avec de grandes lettres au milieu, un nouvel espoir est arrivé, une prière, une bénédiction. En dessous du texte, on pouvait lire, toute la famille de la Fondation Children's Hope souhaite exprimer son immense gratitude pour le don extraordinaire que nous avons reçu aujourd'hui. Un total de $15 000 a été donné par une noble femme de Dieu qui a dédié ce don au rétablissement de sa mère. Merci aux donateurs au nom du rétablissement de Mama et Fille. Ce don couvrira entièrement les traitements de chimiothérapie et les frais de subsistance de 10 de nos petits combattants contre le cancer pendant les 6 prochains mois. Nous tous ici, ainsi que les enfants, prions pour que Mama et Fille soient guéris bientôt de sa maladie et qu'elle retrouve une santé totale. Amen. Le post explosa immédiatement. Des centaines de likes et de commentaires affluèrent en quelques minutes. Beaucoup dirent Amen à la prière.
Et bien sûr, le post apparut sur le fil d'actualité des réseaux sociaux des amis mondains de Madame Rowena. Ils se suivaient tous et suivaient également plusieurs comptes de grandes fondations pour maintenir leur image. Simultanément, le groupe WhatsApp familial de Tmen, qui était resté silencieux après la capture d'écran de Kezia, vibra à nouveau. La tante de Tmen fut la première à remarquer. Elle transféra le poste de la fondation au groupe. « Mon Dieu, comme c'est noble », écrivit la tante. Est-ce la maman et fille de Kezia qui était malade? Un autre cousin de Tmen commenta, « Waouh, 15 000 $, exactement le même montant qui était dans la capture d'écran de Kezia hier. Donc, elle l'a vraiment donné. » L'oncle de Tmen commenta, « Votre belle-fille est incroyable, Rowena. » Juste au moment où son mari demande de l'argent pour une fête, elle choisit la charité au nom de sa mère maladone, épouse dévouée sans aucun doute. Le téléphone de Madame Rowena, qu'elle venait de rallumer après avoir quitté la boutique avec le cœur brisé, fut inondé de ses notifications. Elle ouvrit le groupe WhatsApp. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant les commentaires entrants. Les éloges pour Kezia lui semblèrent une gifle de feu sur son visage. Puis, des messages privés commencèrent à arriver de ses amis au club social. « Rowena, j'ai vu le post de la fondation. 15 000 $. Chapeau à votre belle-fille. Mais j'ai entendu dire par les gens de la boutique que le mariage de Sarafina était annulé. Comment est-ce possible? Vous n'aviez pas l'argent, mais elle l'a utilisé pour un don? » Un autre message arriva, « Madame Rowena, est-il vrai que le mariage de Sarafina a été annulé parce que vous n'avez pas payé l'organisateur? Mais comment se fait-il que votre belle-fille ait fait un don de 15 000 $? Quelle est l'histoire ici? » Leur ruine était devenue une consommation publique. Non seulement ils n'avaient pas obtenu l'argent, non seulement ils avaient perdu le mariage de rêve, mais maintenant, aux yeux du public, ils ressemblaient à une famille avide essayant d'extorquer leur pieuse belle-fille alors que sa mère était en train de mourir, et ils avaient misérablement échoué. L'image de Madame Rowena, construite pendant des années en tant que mondaine respectée, fut brisée en un seul après-midi. Tmen dans son bureau vit également le post. Il fut tagué par plusieurs collègues. Génial, très. Ta femme a fait un don de 15 000 $. Quelle action de patron. Félicitations. J'espère que ta belle-mère se rétablira bientôt. Tmen ne put pas répondre. Il se sentait nauséeux. Il avait l'air d'un imbécile. La colère, la honte et la panique atteignaient maintenant leur apogée. Madame Rowena, Sarafina et Tmen se retrouvèrent sur le parking de la boutique. Les trois visages étaient sombres et remplis de haine. Cela ne peut pas rester comme ça, siffla Madame Rowena. Ses yeux étaient rouges de rage. Cette fille nous a humiliés. Nous devons la voir. Nous devons lui faire payer tout ça. C'est vrai, hocha la tête Tmen. Son ego de mari et d'homme était complètement brisé. Il ne se souciait plus de l'argent. Il se souciait de sa dignité, qui avait été bafouée. Allons à l'hôpital maintenant. Nous allons la forcer. J'y vais, cria Sarafina. Je vais arracher ce bonnet de sa tête. Avec une rage aveugle, les trois montèrent dans la voiture de Tmen, la voiture dont Kezia payait les traites. Ils conduisirent à toute vitesse vers l'hôpital. Ils ne savaient pas que c'était leur dernier voyage dans cette voiture. Ils arrivèrent dans le hall de l'hôpital comme une tempête, marchant vite, en colère et indifférents au regard des gens. Ils allèrent directement à la réception. « Nous voulons voir Kezia. »« Dans quelle chambre se trouve sa mère ?» dit Tmen sèchement. La réceptionniste fut surprise. « Excusez-moi, monsieur. Nom du patient ? Effie. Mama Effie, dit Madame Rowena avec impatience. La réceptionniste tapa sur l'ordinateur, puis leva les yeux. Son expression devint professionnelle. Je suis désolé, madame. Monsieur, le patient nommé Mama Effie est aux soins intensifs. Mais nous allons aux soins intensifs, interrompit Tmen, marchant droit vers l'ascenseur. Attendez, monsieur. Deux gardes de sécurité corpulents de l'hôpital se présentèrent soudainement devant eux, bloquant le passage. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Tmen, son ton montant. Le garde le plus grand les regarda calmement mais fermement. « Excusez-moi, monsieur, madame. Sur demande spéciale de mademoiselle Kezia, la personne responsable du patient, nous avons reçu des instructions. Monsieur Tmen, Madame Rowena et Sarafina ont spécifiquement l'interdiction de rendre visite aux patients ou de rencontrer mademoiselle Kezia dans tous les secteurs de cet hôpital.
Le refus leur sembla un mur de béton apparu soudainement devant eux. Tmen, Madame Rowena et Sarafina restèrent paralysés dans le hall de l'hôpital, qui leur sembla soudain très bondé. Les regards de certains visiteurs et infirmières curieuses les transperçaient. Les deux gardes corpulents restèrent immobiles. Leur visage était professionnel, mais ils ne laissaient aucune place à la négociation. « Vous ne pouvez pas faire ça », Tmen fit un pas en avant, essayant d'utiliser les restes de son autorité. « Je suis son mari. Kasia est ma femme. J'ai des droits. » Le garde le plus grand inclina légèrement la tête. « Je suis désolé, monsieur. Vos droits en tant que mari ne l'emportent pas sur les instructions du tuteur du patient. Mademoiselle Kasia a spécifiquement mentionné votre nom, celui des dames et celui de cette jeune femme, dit-il, les pointant du doigt un par un. L'ordre est clair, invitez indésirables susceptibles de troubler la paix du patient. Chaque mot leur sembla une gifle. Troubler la paix, siffla Madame Rowena, son visage rouge contenant sa rage. Nous sommes sa famille. C'est elle qui provoque le chaos. Le deuxième garde intervint, sa voix plus basse mais menaçante. Je suggère que la dame et sa famille quittent le hall maintenant. Si vous causez une perturbation, nous serons obligés d'appeler la sécurité interne. La dignité de Madame Rowena, qui était déjà brisée, fut bafouée. Mis à la porte de la boutique et maintenant mis à la porte de l'hôpital. Sarafina, qui était restée immobile, commença à sangloter. Assez, Mama. Allons-y. C'est humiliant, murmura-t-elle, tirant sur la manche de sa mère. Tmen fixa l'ascenseur des soins intensifs comme si son regard pouvait percer les étages et trouver Kasia. Il y avait de la haine là, mais aussi de la peur. Il venait de réaliser à quel point Kasia était puissante, à quel point il était dépendant de la femme qu'il avait sous-estimée pendant tout ce temps. D'un pas lourd rempli de honte, les trois se retournèrent. Ils sortirent du hall climatisé pour retourner à la chaleur du parking. Le trajet de retour dans la voiture de Kasia, leur sembla silencieux et suffocant. Personne ne parla. Mademoiselle Rowena regarda par la fenêtre avec un regard vide, la mâchoire serrée. Sarafina sanglotait hystériquement sur la banquette arrière. Tmen serra le volant si fort que ses jointures étaient blanches. Il n'avait qu'une seule destination, retour à la maison sur Royal Oak Drive. Il devait parler, élaborer une stratégie. Il devait trouver un moyen de persuader, de menacer ou de forcer Kasia à tout remettre à la normale. Lorsque la voiture tourna dans leur complexe résidentiel de luxe, Tmen commença à se sentir un peu calme. La maison était sa forteresse. Là, il était roi. Mais cette tranquillité fut brisée immédiatement. Lorsque la voiture s'approcha de leur maison, Tmen freina brusquement. Il y avait une berline noire inconnue garée devant sa porte, et deux hommes en tenue de soirée se tenaient devant la porte en fer. L'un d'eux collait quelque chose de grand et de blanc sur la porte. « Qui est-ce » siffla Madame Rowena. Sa confusion se transforma immédiatement en vigilance. Tmen ne répondit pas. Il sortit de la voiture, suivi de Madame Rowena et Sarafina. Ils s'approchèrent. L'homme en costume se tourna. « Excusez-moi, à qui appartient cette maison » demanda Tmen d'un ton agressif, essayant d'intimider. L'homme regarda Tmen calmement puis regarda le presse-papier dans sa main. « Êtes-vous monsieur Tmen »« Oui, c'est moi. »« Qu'est-ce qui se passe ?»« Bien. Nous sommes du cabinet d'avocats Sterling & Associates, dit l'homme, tendant une épaisse enveloppe brune à Tmen. Ceci est une lettre d'avertissement formelle pour vous, Mademoiselle Rowena et Sarafina, et ceci, dit-il en pointant le grand papier qu'il venait de coller sur la porte, est un avis officiel. Tmen déchira l'enveloppe grossièrement, ses mains tremblaient en lisant le contenu. La lettre était écrite dans un langage juridique rigide, mais l'essentiel était clair. La maison au 12 Royal Oak Drive est la propriété absolue de Mademoiselle Kasia. Monsieur Tmen, Madame Rowena et Sarafina n'ont plus l'autorisation d'occuper la dite propriété. Cette propriété a été officiellement enregistrée pour la vente par l'intermédiaire d'un agent immobilier. Vous disposez d'un délai de 14 jours à compter de la date de cette lettre pour quitter la maison et rendre toutes les clés. Toute tentative d'endommager la propriété ou tout refus de quitter les lieux sera poursuivi pénalement. Tmen lut la dernière phrase encore et encore, quitter la maison. 14 jours. Monsieur, c'est une erreur. Impossible. C'est ma maison, cria Tmen, froissant la lettre. Je suis son mari. Je suis désolé, monsieur, dit l'homme imperturbable. L'acte de propriété est au nom de Mademoiselle Kasia,
obtenue avant le mariage. C'est sa propriété exclusive. Nous ne faisons que notre devoir. À côté de lui, Madame Rowena lisait les grandes lettres sur le papier collé à la porte. Le texte était imprimé en gras et en majuscules, cette propriété est à vendre sous supervision légale. Interdiction de pénétrer. Avec le numéro de téléphone de Maître Sterling. Non, ce n'est pas possible. Madame Rowena chancela. Elle attrapa le pilier de la porte. Les voisins qui se promenaient dans la soirée commencèrent à regarder. Certains s'arrêtèrent même et chuchotèrent. « Casia !» cria Madame Rowena, perdant le contrôle. « Casia est folle. Elle nous met à la porte. » Tmen était toujours paralysé par la lettre d'avertissement. Son cerveau ne pouvait pas traiter la réalité. Il venait de perdre sa maison. C'est alors qu'un fort bruit de moteur diesel se fit entendre en approche depuis le bout de la rue. Une grande dépanneuse jaune ralentit et s'arrêta juste derrière la voiture de Tmen. Derrière elle, 2 motos conduites par des hommes en blouson de cuir s'arrêtèrent. Des hommes de la fourrière. Un homme au visage dur sortit de la dépanneuse. Il se dirigea vers Tmen. « Excusez-moi. Est-ce le VUS argenté avec la plaque d'immatriculation ?» Tmen, toujours confus, hocha simplement la tête. L'homme montra un ordre de saisie. « Nous sommes de la société de leasing. Le propriétaire a unilatéralement arrêté le paiement des traites au nom de Mademoiselle Kazuya pour cette unité. Conformément au contrat, nous avons reçu l'ordre de saisir cette unité. Veuillez remettre les clés immédiatement, monsieur. » Tmen regarda la lettre, puis sa voiture, puis l'homme au visage dur. Il venait de réaliser, bien sûr, que cette voiture, la voiture qu'il était toujours fier de montrer à ses amis, la voiture qu'il utilisait pour emmener sa mère faire les courses, n'était pas non plus la sienne. Elle était à Casia. « Attendez » dit Tmen en panique. « C'est un malentendu. Je vais payer. »« Désolé, monsieur. L'ordre est de saisir l'unité, pas de collecter. Vous avez les clés ?» L'homme était impatient. « C'est ma voiture. »« Foutez le camp » cria Tmen. L'homme fit signe à ses 2 amis sur les motos. Ils descendirent, corpulents. L'atmosphère devint tendue. « Allez-vous les remettre facilement ou allons-nous les prendre par la force » dit l'homme de la fourrière d'un ton plat. Sarafina cria de peur. Madame Rowena resta muette, son visage pâle comme un cadavre. Tmen trembla. Il regarda à gauche l'homme du cabinet d'avocat. Il regarda à droite les hommes de la fourrière. Devant lui, sur la porte de sa maison, il y avait un panneau à vendre. Ils étaient acculés. Ils avaient totalement perdu. Avec des mains tremblantes, Tmen fouilla dans sa poche. Il jeta les clés de la voiture au sol. « Prenez-les » siffla-t-il. Sa voix se brisa sous l'effet de la rage et de la honte. L'homme de la fourrière ramassa les clés. « Merci pour votre coopération. » Il monta dans la voiture, la démarra et la fit monter sur la dépanneuse. L'homme du cabinet d'avocat hocha la tête. « Notre travail est terminé. Bon après-midi. » Il monta dans sa voiture et partit. La dépanneuse démarra son moteur et s'éloigna lentement, emportant la voiture de Tmen. Tmen, Madame Rowena et Sarafina se tenaient maintenant sur le bord de la rue devant la maison qui n'était plus la leur. Sans voiture, sans argent, et le pire de tout, avec des dizaines de paires d'yeux des voisins regardant leur drame de l'après-midi, ils avaient tout perdu en moins de 3 heures. Le soleil commença à se coucher, projetant une belle couleur orange dorée dans le ciel. Mais pour Tmen, Mademoiselle Rowena et Sarafina, cette lumière leur semblait une moquerie. Ils se tenaient toujours sur le trottoir devant la maison qui leur semblait maintenant étrangère. La porte était verrouillée et le panneau à vendre semblait se moquer d'eux. Certains voisins qui auparavant ne faisaient que chuchoter osaient maintenant sortir, faisant semblant d'arroser les plantes ou de nettoyer leur voiture alors qu'il était clair qu'ils les regardaient. « Entrez » siffla Tmen. Il poussa la porte, mais elle était verrouillée. Bien sûr, il se souvint qu'Asia avait dû dire à Maître Sterling de changer la serrure ou d'activer la serrure numérique à laquelle seule Casia pouvait accéder. « Alors, qu'est-ce qu'on fait » cria Sarafina, hystérique. « On va dormir dans la rue. »« Tmen, fais quelque chose. Tu es son mari. »« Tais-toi » dit Tmen sèchement, exprimant sa frustration. « Tu crois que c'est facile ?» Madame Rowena, qui était restée muette jusqu'à présent, commença à bouger. Son visage pâle était maintenant rempli d'une rage froide. «
Nous ne pouvons pas rester ici. C'est humiliant, dit-elle à voix basse. Allons-y. Allez où? Demanda Tmen, confus. Nous n'avons pas de voiture. Nous n'avons pas d'argent. Appelle, dit mademoiselle Rowena. Appelle des parents. Appelle tante Fatima. Appelle ton oncle. Demande-leur de venir nous chercher. Tmen hésita. Depuis qu'il avait épousé Kazaya avec succès, sa famille avait gardé ses distances avec les autres parents. Madame Rowena s'était toujours sentie supérieure, mais maintenant il n'avait pas le choix. Il sortit son téléphone, ouvrit ses contacts et appela son oncle. L'appel a été pris. Bonjour, Tmen. Bonjour, oncle. Désolé de vous déranger. Pourriez-vous s'il vous plaît? Oh, oui, très. J'étais sur le point de vous envoyer un message, interrompit l'oncle. J'ai vu le post de la fondation. C'est fou. Votre femme Kazaya est incroyable. 15 000 $. Elle a fait un don au nom de sa mère. Et j'ai entendu dire dans le groupe qu'ils avaient besoin d'argent pour le mariage de Sarafina. Waouh. Kazaya est vraiment une épouse dévouée, elle donne la priorité à sa mère dans la charité. Vous êtes très chanceux. À la vôtre. Tmen resta silencieux. La nouvelle s'était répandue plus vite que le feu. Son oncle le félicitait, mais cela lui fit l'effet d'un coup de poing. Très, bonjour. Pourquoi êtes-vous silencieux? Oui, oncle. Écoutez, nous avons un petit problème sur la route. Pourriez-vous s'il vous plaît go, désolé, très. Je suis hors de la ville pour affaires. Une autre fois. Transmettez mes salutations à Kazaya. Dites-lui que je suis très fier d'elle. Clic, l'appel fut coupé. Tmen essaya d'appeler tante Fatima. La réponse fut la même. Waouh, Tmen, je suis très occupé. Je suis au club social. Vous et Kazaya, n'est-ce pas? Votre femme est le sujet de conversation de tout le monde. Belle, riche et dévote. Prends bien soin d'elle. Je dois y aller. Personne ne voulait t'aider. La nouvelle du don de 15 000 $ avait transformé Kazaya en un ange aux yeux de la famille élargie et les avait indirectement transformés Tmen, Madame Rowena et Sarafinéen les antagonistes avides. Qui voudrait aider des parasites qui venaient d'être humiliés par leur hôte? Sarafina, voyant le désespoir sur le visage de son frère, eut une autre idée, Trévon, son fiancé. Bien sûr, Trévon l'aiderait. Il était son prince. Les mains tremblantes, Sarafina appela Trévon. Bonjour, chérie. Où es-tu? Aide-moi, dit-elle en pleurant. J'ai été mise à la porte de la maison par ma belle-sœur, Kazia. Le mariage. Je sais. La voix de Trévon à l'autre bout sonnait froide, très froide. J'ai déjà tout entendu, Sarafina. Ma mère vient de recevoir un appel du lieu. Il nous facture une pénalité d'annulation de 5 000 $ parce que nous avons signé le contrat en tant que second responsable. Sarafina se figea. Quoi? Mais c'est l'affaire de ma belle-sœur Kazia. Votre belle-sœur Kazia s'est lavé les mains de ça. Son avocat a dit qu'elle n'était pas responsable de vos dettes. Et maintenant l'honneur de ma famille est en jeu. Ma mère m'a dit de te trouver. Envoie-moi ta position tout de suite. Ce n'était pas le ton d'affection que Sarafina attendait. C'était un ton rempli de colère. Mais Sarafina, dans sa panique, gardait encore espoir. Oui, chérie. Je l'envoie vite. Les trois attendirent dans la guérite de sécurité vide du complexe. 30 minutes plus tard, une berline de luxe s'arrêta. Ce n'était pas Trévon seul. Trévon sortit avec sa mère, une femme rigide portant des bijoux voyants. Sarafina, dit la mère de Trévon brutalement, je veux parler. Il se tenait sur le trottoir. La mère de Trévon regarda Madame Rowena avec dédain. Alors c'est vous, Madame Rowena, la famille qui se dit respectable se révèle vivre aux dépens de sa belle-fille. Surveillez vos paroles, siffla Madame Rowena, bien que sa voix soit faible. Je n'ai pas à surveiller mes paroles, dit la mère de Trévon sèchement. Vous avez humilié ma famille. Vous avez commandé un mariage somptueux sans avoir d'argent, et maintenant ils nous poursuivent pour une pénalité d'annulation de 5 000 $. Sarafina regarda Trévon en le suppliant. Trévon, s'il te plaît, chérie. Trévon détourna le regard. Il n'osa pas regarder Sarafina. Je suis désolé, Sarafina, dit-il doucement. Ma mère a raison.
Je ne peux pas épouser une femme d'une famille d'escrocs. Des escrocs, hurla Sarafina. Oui, des escrocs, répondit la mère de Trévon. Vous prétendez être riche, mais vous êtes fauché. Ce mariage est annulé. Et écoutez bien, nous n'allons pas payer vos dettes. Nous allons vous poursuivre légalement pour ces 5 000 $. Voici la facture. Profitez-en. Elle jeta un papier avec la facture du lieu sur la poitrine de Sarafina. Trévon et sa mère montèrent dans la voiture et partirent, laissant Sarafina affalée sur le trottoir, tenant la facture morte. Tmen et Madame Rowena ne pouvaient que regarder. Ils avaient touché le fond, expulsés, pas de voiture, pas d'argent, pas de parents prêts à aider, et maintenant poursuivis par une dette de 5 000 $. Cette nuit-là, ils utilisèrent le peu d'argent liquide restant dans le portefeuille de Tmenel 50 $ de Kazaya, qu'il avait toujours gardé, plus quelques petits billets pour prendre un taxi vers l'endroit le plus humiliant que Tmen pouvait imaginer, une petite maison de location dans une ruelle étroite à la périphérie de la ville, un endroit qu'il avait loué lorsqu'il était un étudiant fauché avant de rencontrer Kazaya. L'endroit était exigu, étouffant et sentait les égouts. Il n'y avait qu'une seule pièce, une salle de bain sale et une minuscule cuisine. C'était leur nouvelle réalité. Le lendemain matin, Tmen, avec les restes de sa dignité, essaya d'aller à son bureau. Il prit un bus. Il arriva dans le hall de son bureau chic. Lorsqu'il glissa sa carte d'accès, le tourniquet ne bougea pas lumière rouge. Accès refusé. Il appela les RH. Monsieur Tmen. Oh oui, je suis désolé, monsieur. En raison d'une restructuration de l'entreprise et d'un examen des performances, nous avons été contraints de vous licencier. À compter d'aujourd'hui. La lettre de licenciement vous sera envoyée par email. Restructuration? Tmen savait que c'était un mensonge. Cette entreprise était un partenaire de l'entreprise familiale de Kazaya. Un simple appel de Kazaya ou de son avocat suffisait à le détruire. Il retourna à la maison de location dans la ruelle à pied au milieu de la journée. Madame Rowena et Sarafina étaient assises sur le sol, fixant le vide. Comment était-ce? Demanda Madame Rowena. Tmen hocha simplement la tête et se jeta sur le mince matelas. Fini. Madame Rowena n'abandonna pas. Elle ne voulait pas vivre comme ça. Il restait encore un espoir, ses bijoux, tout l'or, les diamants et les bracelets qu'elle avait collectionnés. Elle ouvrit son sac, sortant le tout. Nous avons encore ça. Ça peut être vendu, dit-elle. Elle quitta la ruelle à la recherche du prêteur sur gage le plus proche. Elle entra avec les restes de son arrogance. Monsieur, je veux mettre ça en gage, dit-elle, plaçant un grand collier de diamants sur le comptoir. Le propriétaire de la boutique le prit, l'examina, puis le gratta sur une pierre de test, laissant tomber un liquide chimique. Puis il rit doucement. Pourquoi riez-vous? Demanda Madame Rowena, offensée. L'homme la regarda avec amusement. Madame, c'est faux. Imitation de bonne qualité, mais faux. Zircone en verre, pas diamant. Faux, répéta Madame Rowena, incrédule. L'homme prit son bracelet en or. Ça aussi. Seul le plaquage est en or. À l'intérieur, c'est du laiton. Il vérifia tous les bijoux de Madame Rowena. Rien n'est vrai, madame. Tout est faux. Madame Rowena resta muette. Elle se souvint que la plupart de ses bijoux avaient été achetés par Tmen, achetés avec l'argent de Kazaya. Tmen ou Kazaya lui avait donné de fausses choses pendant tout ce temps. Toute sa fierté, un mensonge. Le propriétaire de la boutique la regarda avec pitié mêlée d'amusement. Si vous le vendez au poids au marché aux puces, le maximum que vous obtiendrez est de 50 $, madame. Madame Rowena sentit ses jambes s'affaiblir. Elle était moquée par le propriétaire d'un prêteur sur gage dans une ruelle étroite. C'était le karma. C'était la fin de tout. Une semaine s'était écoulée depuis la tempête, une semaine depuis que Kazaya avait gelé les comptes, arrêté les virements et envoyé le reçu de dons qui avait ébranlé la famille de son mari. À l'intérieur de la chambre des soins intensifs, le temps s'écoulait différemment. Kazaya ne pensait plus à eux. Son téléphone était maintenant propre. Elle avait changé de numéro, ne le donnant qu'à Maître Sterling et à quelques proches de sa mère. Sa concentration était à 100% axée sur la femme allongée sur le lit d'hôpital. Chaque matin, elle lisait le livre des psaumes à côté de l'oreille de sa mère. Chaque après-midi, elle lui racontait de bonnes choses, comme si sa mère pouvait entendre.
Elle lui raconta le don de 15 000 $. Mama, murmura-t-elle un après-midi en essuyant le bras de sa mère avec une serviette chaude, Kasia a fait don de l'argent en ton nom à la fondation Children's Cancer, comme tu le souhaitais. Il y a 10 enfants qui peuvent se faire soigner grâce à toi. Tout le monde prie pour toi. Ils disent, rétablis-toi vite, Mama et fille. Tu dois te réveiller. Tu dois entendre leurs prières. Elle le répéta sans cesse chaque jour comme un mantra. Elle plantait l'espoir non seulement pour sa mère, mais aussi pour elle-même. Et ce matin-là, un miracle se produisit. Alors que Kasia lisait ses prières, elle sentit la prise de sa main être rendue, faible mais perceptible. Kasia cessa de lire. Ses yeux se fixèrent sur les doigts de sa mère qui bougeaient lentement. Puis les paupières de Mama et fille flottèrent lentement. Très lentement, ses yeux s'ouvrirent, son regard flou, cherchant à se concentrer. Mama? La voix de Kasia tremblait. Les yeux de Mama et fille finirent par se poser sur le visage de sa fille. Elle ne pouvait pas parler à cause du tube respiratoire, mais une larme coula du coin de son œil. Kasia pleura, non pas des larmes de douleur comme la semaine dernière, mais des larmes de bonheur qui jaillirent. Elle appuya immédiatement sur le bouton d'appel de l'infirmière. Le médecin de service et plusieurs infirmières se précipitèrent. Ils vérifièrent les moniteurs, les pupilles et la réponse de la mère. Le médecin-chef traitant Mama et fille arriva peu après. Après un examen intensif, il quitta la pièce et rencontra Kasia avec un sourire de soulagement. C'est un miracle, mademoiselle Kasia, dit le médecin. Honnêtement, nous étions pessimistes, mais d'une manière ou d'une autre, il y a environ 5 jours, ses signes vitaux se sont améliorés de façon spectaculaire. La réponse de son cerveau a augmenté. Son corps a décidé de se battre. Et aujourd'hui, elle s'est réveillée. L'esprit combatif de mademoiselle et fille est extraordinaire. Kasia sourit derrière le voile de ses larmes. Il y a 5 jours, juste après lui avoir parlé du don. C'est à cause des prières, docteur. Des prières des enfants, murmura Kasia. Le rétablissement de Mama et fille fut plus rapide que prévu. En quelques jours, ils retirèrent le tube respiratoire. Elle fut transférée dans une chambre privée. Kasia prit soin d'elle avec diligence, lui donna de la bouillie, l'aida à réapprendre à parler et lui raconta tout sauf la trahison de Tmen. Elle dit seulement, « Mama, Kasia est en train de divorcer avec Tmen. Ça ne marche plus. Prie pour Kasia, s'il te plaît. » Mama et fille, encore faible, mais avec un regard vif, hocha simplement la tête et caressa la tête de sa fille. Elle comprenait plus que Kasia ne le pensait. Tout en prenant soin de sa mère, Kasia prit soin de sa liberté. Maître Sterling vint à l'hôpital avec un dossier épais. « Tout est en ordre, mademoiselle Kasia, dit-il dans le hall. La maison a déjà l'offre la plus élevée, bien au-dessus du prix du marché. Ils sont paniqués, madame. J'ai entendu d'un informateur. Ils vivent maintenant dans une maison de location dans une ruelle à la périphérie de la ville. Tmen a été renvoyé. Et enfin, ils sont poursuivis par la famille de son ex-fiancé pour une pénalité d'annulation du lieu de 5 000 $. Kasia écouta tout calmement. Il n'y avait ni pitié ni satisfaction excessive, juste un sentiment de soulagement, comme si un lourd fardeau avait enfin été libéré. Et puis maître Sterling lui offrit un papier et un stylo. La requête en divorce. J'ai déjà inclus les demandes, abandon du conjoint, en particulier pendant la maladie critique de la mère, et dommages moraux et matériels. Signé ici. Kasia prit le stylo. Elle se souvint de son jour de mariage. Elle se souvint de sa promesse d'être une épouse obéissante. Elle pensait que l'obéissance signifiait avaler toute amertume. Elle avait tort. Elle prit une profonde inspiration, puis apposa sa signature fermement sans le moindre doute. Ce n'était pas une signature sur un document de divorce. C'était une signature sur sa déclaration d'indépendance. 2 semaines plus tard, Mama et fille sortit de l'hôpital. Elle avait encore besoin d'utiliser un fauteuil roulant temporairement, mais son esprit était revenu. Kasia poussa le fauteuil roulant de sa mère dans le couloir de l'hôpital, qui lui semblait maintenant amical. Elle riait, planifiant ce qu'elle cuisinerait en rentrant chez elle, la nouvelle maison de Kasia, plus petite mais confortable, que maître Sterling avait préparée. Alors qu'elles approchaient du hall, les pas de Kasia s'arrêtèrent. Un homme était là, bloquant leur chemin. L'homme était sale, ses cheveux longs et ébouriffés. Son visage était terne avec une barbe mal rasée. Ses vêtements, qui étaient autrefois chers,
avait maintenant l'air usé et ample sur son corps mince. C'était Tmen. Il regarda Kasia avec des yeux rouges et désespérés. Kasia. Sa voix était rauque. Mama Effie dans le fauteuil roulant attrapa le bras de sa fille. Elle reconnut l'homme qui ne s'était jamais présenté quand elle était en train de mourir. Tmen se fichait des gens qui regardaient dans le hall. Il se fichait des gardes de sécurité qui approchaient. Il avança de quelques pas, puis s'agenouilla. Il tomba sur le sol fraîchement nettoyé juste au pied de Kasia. « Kasia, pardonne-moi » cria-t-il. Sa voix se brisa en un sanglot. « J'avais tort. J'étais aveugle. Je t'en supplie, Kay. Pardonne-moi. » Les gens s'arrêtèrent. Ils regardèrent. « J'ai tout perdu, Kay » sanglota-t-il, essayant d'atteindre l'ourlet de la robe de Kasia. « J'ai été renvoyé. La maison a été saisie. La voiture saisie. Nous vivons dans un endroit qui pue. Ma mère et Sarafina souffrent. Je souffre. Je t'en supplie, Kasia. Retire la requête en divorce. Recommençons. Je te promets. Je promets d'être un bon mari. Je te laverai les pieds tous les jours. Je t'en supplie, Kasia. » Kasia regarda l'homme qui pleurait à ses pieds, l'homme qu'elle avait autrefois aimé, l'homme qu'elle avait servi, l'homme à qui elle avait tout donné. Maintenant, il avait l'air si petit, si méprisable. Il n'y avait pas de colère dans le cœur de Kasia, ni de haine, juste un vide. Elle avait l'impression de regarder un étranger. « Kasia, chérie, s'il te plaît. » Tmen leva les yeux vers elle, plein d'espoir. Kasia regarda directement dans les yeux de Tmen. Elle recula lentement son pied, son visage calme, caché sous son couvre-chef soigné. Puis elle parla. Sa voix était basse, mais claire et froide. On l'entendit clairement dans le hall silencieux. « Excusez-moi. » Le visage de Tmen s'illumina immédiatement. Il pensa que c'était le pardon. « Oui, Kay, tu me pardonnes? Tu m'acceptes de nouveau? » Kasia secoua la tête lentement. « Non. » Elle se pencha un peu, regardant son mari techniquement encore pour la dernière fois. « Excusez-moi, qui êtes-vous? » Tmen se figea. Ces mots, plus tranchants qu'un couteau, plus froids que la glace, le frappèrent de plein fouet. Kasia n'attendit pas de réponse. Elle se redressa. « Allons-y, Mama, » dit-elle à sa mère d'une voix douce. « Notre chauffeur attend. » Elle poussa le fauteuil roulant de sa mère, se tournant pour passer à côté du corps immobile de Tmen, toujours agenouillé sur le sol. Elle marcha droit vers la porte de sortie automatique, vers la lumière du soleil. Elle ne regarda pas en arrière une seule fois, laissant Tmen seul dans le hall, étant un spectacle, se noyant dans sa propre humiliation. 6 mois plus tard, l'aéroport international Hartsfield-Jackson. L'atmosphère est animée et bondée. Parmi la foule, Kasia sortit de la porte des arrivées internationales, poussant sa mère, assise dans un fauteuil roulant. Mama Effie n'en avait plus besoin, mais le fauteuil roulant était fourni par la compagnie aérienne pour son confort. Mama Effie avait l'air en bonne santé, fraîche et très heureuse. Son visage était radieux. Ses joues avaient retrouvé du volume. Elle tenait un bouquet de tulipes qu'elle avait acheté à Amsterdam. Kasia, pour sa part, ressemblait à une nouvelle personne. Son couvre-chef était coiffé d'une manière moderne et élégante. Elle portait un tailleur pantalon coûteux de couleur crème. Son visage rayonnait. Son sourire s'élargit en parlant à sa mère. « Comme c'est merveilleux. Le voyage à Vienne et à Istanbul était incroyable, n'est-ce pas, Mama » dit Kasia en poussant son chariot à bagages. « Incroyable fille » répondit Mama Effie, riant doucement, « bien plus beau que juste Alta, n'est-ce pas ?» Elle regarda sa fille en la taquinant. Toutes les deux rirent. C'étaient les vacances que Madame Rowena avait demandées. Kasia les réalisa, mais pour sa mère d'une manière bien plus luxueuse. Après ça, Mama rentre directement à la maison pour se reposer. Kasia doit aller au bureau un instant. Il y a une assemblée générale des actionnaires, dit Kasia. Depuis que son divorce avait été finalisé, elle avait tout récupéré. Tmen ne reçut pas un seul dollar. Kasia reprit l'entreprise que son père avait laissée, que sa mère gérait à distance. Avec son intelligence financière et sa nouvelle fermeté, elle renversa la situation de l'entreprise en 6 mois. Maintenant, elle était la PDG respectée. De l'autre côté de la ville,
dans une petite maison de location, dans une ruelle étroite et étouffante, la porte avec de la peinture écaillée s'ouvrit et un cri se fit entendre. « Tu joues sur ton téléphone depuis toute la matinée, inutile. Aide-moi à coudre ça. Les commandes des clients attendent. » C'était la voix de Madame Rowena. Elle paraissait 10 ans plus vieille. Ses cheveux, qui étaient toujours coiffés, étaient maintenant fins et attachés n'importe comment. Elle était assise sur le sol, entourée de piles de chutes de tissu, occupée devant une vieille machine à coudre. Maintenant, elle était couturière faisant des retouches pour les voisins. Il la payait 5 $ par pièce. Sarafina, qui avait l'air tout aussi échevelée, jeta son téléphone sur le matelas. « Qu'est-ce qu'il y a, Mama ? J'essaie de faire un live stream pour vendre des trucs, mais personne ne me regarde, cria-t-elle, frustrée. Tout cela est de ta faute, Mama, à cause de ton avidité. Si tu avais été gentille avec Kazaya, notre vie ne serait pas comme ça. Comment oses-tu me blâmer ? Madame Rowena se leva, les yeux injectés de sang. C'est toute ta faute, gamine gâtée, a demandé un mariage somptueux. Et à cause de ton frère, ce lâche Tmen, il n'a pas envoyé d'argent depuis 1 mois. Qui sait où il est maintenant ? Il n'envoie pas d'argent parce qu'il n'en a pas, hurla Sarafina. Tu crois qu'un journalier gagne beaucoup ? Assez pour se nourrir, et c'est tout. Bah, vous êtes tous pareils ces enfants inutiles. Madame Rowena jeta un oreiller en plume dégonflé à Sarafina. Toutes les deux s'engagèrent dans une violente bagarre, tirant les cheveux et se maudissant, se disputant à qui le tour de manger le dernier paquet de nouilles instantanées dans leur cuisine sale. Elles étaient piégées dans un cycle de pauvreté et de blâme mutuel. Ailleurs, sur un quai de chargement boueux sentant le poisson, le soleil venait de se lever, mais un homme était déjà trempé de sueur. Il était mince, sa peau brûlée par le soleil, son t-shirt déchiré à l'épaule, collant à son dos, qui montrait maintenant ses os. C'était Tmen. Il avait du mal à pousser un chariot à main rempli de sacs de riz pesant des centaines de livres. Et, Tmen, plus vite. Ne reste pas là à regarder, cria un contremaître de l'autre côté. Tmen, essoufflé, hocha la tête à contre-cœur. Il poussa le chariot à main avec le reste de ses forces, l'emmenant au bord de la route où un camion le ramasserait. En attendant le camion, il s'arrêta un instant. Il essuya la sueur de son front avec sa manche sale. Ses yeux fatigués regardèrent de l'autre côté de la rue. Là, au sommet d'un bâtiment, un écran vidéo géant diffusait en direct une émission de remise de prix matinale. Le prix et la reconnaissance du jeune philanthrope de l'année vont à. La caméra se concentra sur une femme montant sur scène, une femme élégante avec un couvre-chef de couleur crème, souriant radieusement, acceptant un trophée en cristal. C'était Kazia. En dessous de l'écran, on pouvait lire « Kazia, fille de John, honorée pour son dévouement aux programmes sociaux par le biais de la fondation Children & Hope ». Tmen se figea. Son cœur se sentit comprimé. Le chariot à main devant lui sembla plus lourd. Il regarda le visage de Kazaya sur l'écran géant, le visage qu'il avait gâché, un visage qui était maintenant si brillant, si heureux et si loin de sa portée. Il était un journalier sale, et cette femme était une star. Juste à ce moment, une voiture de luxe noire métallique étincelante s'arrêta au feu de circulation juste à côté de Tmen. Les vitres de la voiture étaient teintées en foncé. Tmen ne pouvait pas voir à l'intérieur. À l'intérieur de la voiture, Kazia venait de raccrocher son téléphone avec sa mère. Oui, Mama. Kazia est déjà en route pour le bureau. Repose-toi, s'il te plaît. Elle raccrocha son téléphone et regarda par la fenêtre. Elle regarda vers le quai de chargement, vers la foule, vers les ouvriers au travail. Elle ne vit pas Tmen spécifiquement. Elle vit juste une scène de tous les jours. Puis elle sourit doucement, un sourire de satisfaction, non pas de voir quelqu'un souffrir, mais parce qu'elle était reconnaissante de sa vie. Maintenant, elle avait surmonté la tempête et trouvé son arc-en-ciel. Le feu passa au vert. La voiture de luxe glissa doucement sur l'asphalte, tournant brusquement pour s'éloigner du quai de chargement, l'emmenant vers les gratte-ciel où se trouvait son bureau. Sur le trottoir. Tmen resta immobile, fixant l'écran vidéo. Le klaxon du camion derrière lui le réveilla. « Hé, bouge-toi. Tu bloques le passage. » Tmen sursauta. Il baissa profondément la tête, cachant son visage plein de sueur et de larmes de regret. Il reprit la poignée de son chariot à main et, avec le peu de force qui lui restait, poussa son karma sous le soleil du matin. « Avez-vous aimé l'histoire ?
Et de quelle ville écoutez-vous? Rencontrons-nous dans les commentaires. Si vous avez aimé l'histoire, vous pouvez me soutenir en envoyant un super merci pour que je puisse continuer à apporter d'autres histoires comme celle-ci. Merci beaucoup pour votre doux soutien. J'attends avec impatience vos commentaires sur l'histoire. À l'écran, vous pouvez voir 2 nouvelles histoires de vie que je recommande fortement. Il y a tellement plus sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt dans la prochaine histoire de vie. Avec amour et respect.